qu'on va vous présenter un plan. Puis vous allez dire, ben moi, j'aimerais peut-être prendre ma retraite et j'aimerais ça avoir un revenu de temps. C'est un exemple. Et je voudrais laisser tant d'argent à mes enfants. J'ai des petits-enfants, je vais peut-être faire quelque chose là aussi. Fait avec notre plan, on vous montre exactement si vos objectifs tiennent la route. Fait que s'ils tiennent la route, on va vous dire qu'ils tiennent la route. Et s'ils ne tiennent pas la route, on va vous dire qu'ils ne tiennent pas la route. Et on va faire des ajustements par rapport à ça et on va vous montrer des pistes de solutions. Fait que ça, c'est l'idée en arrière de ça. Et ça, c'est des tableaux. Fait qu'on va vous montrer bien des tableaux. Alors, pour ceux qui sont très analytiques, on a tellement de tableaux. Et pour ceux qui ne sont pas analytiques et qui veulent avoir le big picture, on va vous donner le big picture. Fait qu'on est rendu là. Fait que c'est comme ça qu'on travaille. Et suite à ce plan-là, ben, c'est à vous à prendre votre décision. Puis soit dit en passant, pour ceux qui disent ben je suis pas sûr, puis tout ça, mais j'aimerais ça que Marco, tu regardes notre situation. I don't want to commit. Je veux pas dire oui, puis tout ça, mais j'aimerais ça savoir si je suis sur la bonne track. Moi, ça va me faire plaisir de faire un plan. J'ai mon fils à un moment donné qui m'avait déjà posé la question, puis c'est un numbers guy, c'est un fiscaliste. Puis il dit, Pat, quand tu présentes un plan aux gens qui ne sont pas clients avec toi, est-ce que tu le donnes? J'ai dit, oui, je le donne. Il dit, mais Tony, tu travailles là-dedans, puis tout ça, puis tu sais, tu n'as pas peur qu'ils vont l'utiliser, puis qu'ils vont le faire avec quelqu'un d'autre. Ils le feront avec quelqu'un d'autre. I don't care. Et c'est vraiment comment que je suis. Tu sais, j'ai toujours travaillé de cette façon-là. Je pense que qu'est-ce que les gens apprécient, c'est que quand on fait le plan, on le présente et on a Guy en arrière qui, lui, il va faire la révision de votre plan chaque année. Fait que les gens peuvent prendre le plan et tout ça, mais ce n'est pas toutes les pratiques qui vont avoir une équipe qui va faire la révision du plan chaque année. Et ça, c'est important parce que le jour que je décide à décaisser de l'argent et à retirer de l'argent, je veux m'assurer que je vais en avoir jusqu'à 95 ans, si je veux en avoir jusqu'à 95 ans. Et ce suivi-là, méthodique et calculé, doit être fait à chaque année pour s'assurer qu'on tient la route. Sinon, le plan ne marchera pas. Puis qu'est-ce qui est plate et qu'est-ce que j'ai vu souvent, c'est les gens qui s'empêchent de dépenser de l'argent. Ils arrivent à la retraite, on n'a pas d'argent pour ça. Bien, nous autres, on veut vous donner des solutions. Fait que si vous avez des projets à votre retraite que vous voulez accomplir, tout ça, le plan est très puissant pour ça. Allons-y. Fait que ce qu'on a remarqué depuis pratiquement 2 ans, c'est que les taux d'intérêt ont comme monté, là. Ouais. Avant, c'était pas mal à zéro, puis là, c'est rendu un taux hypothécaire variable, il coûte cher. Hein? On commence à y penser, exactement. Okay. Fait que la question que moi je poserais, c'est j'ai de l'argent à placer, les taux d'intérêt sont élevés, puis tout ça. Pourquoi je devrais-tu investir dans des CPG? Je devrais-tu avoir des obligations? Ça vaut-il la peine d'investir dans des actions? Ben oui, je vais commencer ma réponse, Marco, en t'expliquant. Oui, merci. Je vais commencer ma réponse en expliquant un petit peu mon rôle chez IG, parce qu'au-delà de venir dans des restaurants, bien manger, bien boire, parler à des gens intéressants, j'ai aussi un day job. Là. Et puis, ce travail-là au quotidien, je travaille avec notre stratège en chef de la compagnie qui s'appelle Philip Peterson et qui est aussi le gestionnaire de portefeuille de notre gamme de fonds de gestion privée. Et puis, notre rôle, c'est de faire l'allocation d'actifs entre est-ce qu'on met plus d'argent au Canada, aux États-Unis, en Europe ou encore dans les revenus fixes, dans le sécuritaire. Donc, on essaie d'être dynamique dans l'allocation de l'actif. La raison est simple, c'est que les rendements sont irréguliers dans le temps, puis nous, ce qu'on veut, c'est les stabiliser le plus possible. Donc, pour revenir à ta question, est-ce que c'est un bon moment pour investir en CPG, en actions, en obligations? Je dirais que c'est assez intéressant cette question-là. Moi, j'ai commencé ma carrière en 2006. Donc, 2006, là, pour dire que je commençais à être bon, là, mettons, on va se donner 2008. Okay? Fait que 2008, j'ai passé le clair de ma vie à convaincre les gens d'investir en actions. Pourquoi? Parce que entre 2008 et 2022, la différence entre le rendement attendu des actions et des obligations, ou encore des CPG, était énorme. Dans le cas des CPG, on n'en parlait même pas. Ça fait des années qu'on n'avait pas entendu parler de ça, puisque c'était des taux à 1 %. Enlève l'inflation, on est rendu dans le taux négatif.
Les obligations, c'était la même chose où on se disait, bon, ben, tu as un pouvoir défensif, les taux baissaient, jusqu'au temps qu'on arrive à un point final de 0, puis là, on se dit, bon, ben, ils ne peuvent pas baisser bien plus que ça. T'sais, oui, ils ont été négatifs en Europe, bon, ils peuvent aller à -1, mais ils n'iront pas à -17 non plus. Donc, encore là, les obligations n'étaient pas vraiment une option. Et puis là, on arrive aujourd'hui où les taux d'intérêt sont montés à 5, environ à 4, peu importe. On est capable d'avoir des obligations à 5 facilement. Les CPG, même chose. Encore pire que ça, Marco, notre taux cash pour l'argent non investi donne 4,6, quelque chose comme ça, la dernière fois que je l'avais regardé. Donc, la décision est beaucoup plus difficile qu'elle était. Notre positionnement là-dessus, nous, on est un peu agnostique sur l'allocation d'actifs. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il n'y a aucune différence de rémunération pour un conseiller entre vendre des actions, des obligations. C'est la même chose. Donc, autrement dit, quand on conseille quelque chose, c'est sincèrement notre opinion que le meilleur rendement disponible est là. Je crois qu'on est dans une super bonne période pour le revenu fixe. On va avoir de belles années de revenu fixe devant nous. Si parmi vous, il y a des gens qui sont soit pré-retraités ou à la retraite qui se disent « Ah, on n'est bien pas chanceux, les taux ont monté, on n'a pas fait de rendement les 3 dernières années. » Certes, je suis d'accord avec vous, mais votre potentiel de rendement futur à partir d'aujourd'hui est d'autrement plus élevé qu'il l'était il y a 3 ans. Dans la rubrique action, donc le revenu fixe, super intéressant, je privilégierais par contre des obligations par rapport au CPG. Pourquoi? Parce que s'il y a une récession, on va en parler plus tard, qui amène les taux à baisser, le CPG, lui, il va maintenir son taux, puis quand vous allez renouveler, vous allez renouveler plus bas. Tandis que l'obligation, elle prend de la valeur. Ceux qui étaient investis en 2008, vous vous souviendrez, la portion obligataire avait fait des gains de 15% facilement. Dans les actions, il y a quelque chose d'assez intéressant qui se passe au niveau des actions. Depuis 1970, si on prend le rendement moyen des actions, ça a été de 8,7 %. Assez intéressant, mais pourtant, quand on regarde la distribution des rendements annuels, il y a très peu d'années autour de 8,7 %. Autrement dit, c'est comme une distribution normale inversée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mauvaises années, puis beaucoup de super années. Fait que nous, notre objectif, c'est de stabiliser ça. La raison, des fois, quand je dis ça, les gens, certaines personnes me répondent « Moi, Pierre Benoît, j'en ai rien à faire, là. J'ai une tolérance au risque maximale, je veux juste maximiser mon rendement. » Je réponds toujours, bien, ça donne bien, moi aussi. Parce que quand on parle de contrôle du risque, c'est pas juste pour vous faire bien dormir, même si je suis content si vous dormez bien avec nos portefeuilles, c'est une valeur ajoutée supplémentaire, mais vraiment l'objectif, c'est de maximiser le rendement. Je vais vous faire de l'arithmétique de niveau primaire, là, mais même si c'est très, très de base, je pense que ça vaut la peine de se le rappeler parce que je suis certain que parmi vous, il y a des gens qui vont allumer et dire « Ah, c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. » Si on prend un portefeuille peu diversifié, donc il y a juste des actions, qui n'a pas eu la question que tu m'as posée initialement, comment j'alloue mon actif entre le sécuritaire, le non sécuritaire. Donc il va all-in. Puis non seulement il y a juste des actions, il choisit son secteur. Il dit « Moi là, je veux juste des technos ou je veux juste des compagnies de pétrole. » Peu importe. Première année, ça va super bien. Il est allé directement sur le sweet spot, 50% de gain. L'année suivante, il y a une récession, il y a peu importe ce qui se passe, moins 50%. À côté de ça, il y a quelqu'un qui était diversifié. Première année, il faisait juste 10%. Au party de Noël, il faisait rire de lui. Que tu devrais voir mon conseiller, je fais du 50, tu fais du 10, il n'est pas bon. Là, on connaît toute cette situation-là. L'année d'après, moins 10. Donc, plus 50, moins 50, plus 10, moins 10. Quand on regarde ça vite, là, on se dit, ben, c'est la même chose. Au final, les deux ont fait 0. Ben, c'est pas vrai, parce que 1 million plus 50 ça fait 1,5 million. Moins 50 ça fait 750 000. De l'autre côté, 1 million plus 10, ça fait 1,1 million. Moins 10 ça fait 990 000. Le premier a perdu 10 000, le deuxième a perdu 250 000. Tourner les rendements de bord, là, ça fait la même chose. Je me fais tout le temps poser la question, ouais, mais c'est perdu au début, ça paraît. Donc, c'est pour ça qu'on diversifie les portefeuilles. Fait que, long détour pour te répondre. La réponse à ta question, est-ce qu'on va plus en action, en obligation? Oui. Oui, je réponds oui à tout ça. On met de tout puis on diversifie. L'autre question, ouais. C'est toi, Normand. Normand, on peut parler de séquence de rendement, mais je veux rester un petit peu sur qu'est-ce qu'il vient de parler parce que les gens,
et on va parler d'obligations puis de CPG. Des fois, on va avoir ça peut-être dans une compagnie de gestion où on va avoir ça personnellement dans un compte non enregistré. Peux-tu parler un petit peu de la fiscalité de justement faire un 4 ou un 5 d'intérêt versus un 4 ou un 5 en dividende en gain en capital? Un exemple simple, là, si tu peux. Ah, ben c'est sûr que l'imposition dans une société, c'est pas la même, là, parce que gagner votre revenu d'intérêt dans une société, ben, le taux d'imposition est à 50,17 donc, après ça, il y a un concept d'impôt en main remboursable au titre de dividende, il y a une portion qui vous est remboursée dans la société. Mais ultimement, quand on sort l'argent de la société, là, vous allez repayer l'impôt sur un dividende pour sortir cet argent-là. Versus si vous avez gagné le revenu d'intérêt que vous le gagnez personnellement, ben, le maximum que vous pouvez payer, c'est 53 donc dépendamment de votre niveau de revenu, mais d'un point de vue personnel, là, on a des taux qui sont progressifs. Mais ce que ça fait, on peut dire, oui, OK, j'ai payé 53 personnellement, dans la société, j'aurais payé 50 mais en combinant l'impôt qu'il y a dans la société et l'impôt qu'on paye personnellement sur un revenu d'intérêt, on va payer 5 à 6 de plus au total. Donc, en gagner un revenu d'intérêt dans une société versus le gagner personnellement, souvent on va préférer l'avoir dans nos placements non enregistrés personnels dans notre REER, puis avoir plus des actions dans notre société. Parce que dans la société, le gain en capital, puis les dividendes vont être imposés à un taux moindre. Parce que le dividende que vous gagnez dans une société, bien, il est imposé à 38 mais la société va avoir un remboursement de 38 lorsqu'on va vous payer un dividende à vous personnellement. Donc, ultimement, c'est juste l'impôt personnel qui est payé. On tombe égal, on a la même chose. Puis, l'avantage du gain en capital, ben, c'est que dans une société, ben, même personnellement, lorsqu'on fait du gain en capital, il y en a juste la moitié qui est imposable. Mais la moitié qui est non imposable, qui est gagnée dans votre société, vous pouvez le ressortir là, libre d'impôt, ce qu'on appelle le compte de dividende en capital. Puis, ultimement, lorsqu'on compare les taux d'imposition, vraiment, ce qui est le plus bénéfique de gagner dans la société, ben, c'est du dividende et du gain en capital. Puis justement, sur vos actions, que si vous avez des placements en actions dans une société, vous allez avoir du revenu de dividende et réaliser du gain en capital là, sur la plus-value lorsque vous les vendez. Donc, on essaie justement, on peut avoir les mêmes rendements, mais en tenant compte de la fiscalité, mais il y a certaines choses comme le revenu fixe, ben, c'est plus bénéfique de le gagner personnellement que de le gagner dans la société, plutôt que de dire, ben, dans mon REER, dans ma société, j'investis de façon uniforme, ben, c'est pas la meilleure recette. Ultimement, c'est mieux d'avoir moins de revenus fixes à l'intérieur de notre société. C'est pas toujours possible, dépendamment de votre tolérance au risque. Si principalement vous avez 80 de votre argent dans la société, ben là, on n'a pas le choix d'en avoir une portion quand même à l'intérieur. Mais il faut tenir compte de ça un peu, évidemment. Ouais. Puis ça joue avec, si on veut que notre argent nous dure le plus longtemps possible. Oui, le rendement est évidemment important, mais la fiscalité, c'est pas loin en arrière, mais c'est peut-être en avant aussi. Ouais. On peut-tu, je vais rester avec Normand, si tu connais. Normand, transfert d'entreprise. On a des entrepreneurs, ici, il y a des gens qui ont des entreprises, puis tout ça, puis souvent, il y a des choses il peut y avoir des pièges, il faut faire attention, il faut bien préparer certaines affaires. Écoute, peux-tu... je sais que tu peux élaborer, là, fait que je vais te laisser présenter. Peut-être juste vous présenter au début... Ça me passe un petit peu. On a... ça, la plupart d'entre vous vont en avoir une copie de ça dans votre document, mais je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui l'a. C'est un guide qui a été préparé là, par la chaire de l'Université Laval, la chaire IG Gestion de patrimoine de l'Université Laval. C'est en collaboration là, avec la Chambre des notaires, l'Ordre des CPA, le CETEC, qui est le Centre de transfert des entreprises du Québec. Peut-être qu'on commence à avoir de leur publicité là, dans RDI et LCA de temps à autre. Et ainsi avec l'Institut québécois de planification financière. Il y a l'AMF aussi qui a participé, la Chambre de la sécurité financière. Donc, c'est plutôt rare qu'on réussisse à asseoir tous ces ordres professionnels-là ensemble pour préparer un document. Puis, bon, c'est un document que vous pouvez avoir accès, justement, qui est sur le transfert d'entreprise. Moi, je peux vous parler de la portion fiscale, mais, bon, je pense que vous le savez, si vous êtes entrepreneur, un jour, on veut soit transférer à nos enfants. Bon, est-ce qu'eux en vont vouloir? Est-ce qu'on va vendre à l'extérieur? De quelle façon on va procéder? Donc,
il y a beaucoup du relationnel dans tout ça. C'est pas juste des chiffres dans tout ça, parce que si ça fait 30 ans qu'on a construit notre entreprise, qu'on veut la vendre, se détacher, lâcher prise, c'est pas toujours facile. Donc, ça, c'est pas vraiment l'aspect dont je suis spécialiste, mais justement, dans ce guide-là, on a des professeurs d'université, des spécialistes là, qui en parlent. C'est des sujets là, que je pense qui sont importants de regarder. C'est souvent quelque chose qu'il faut regarder plusieurs années, prévoir d'avance quand on va vouloir transférer notre entreprise, puis songer à ça. Puis, donc, c'est un guide là, qui peut être fort intéressant à ce niveau-là. Donc, justement, lorsque je parle de vendre une entreprise, normalement, le vendeur, on veut vendre des actions, puis l'acheteur préfère acheter des actifs. La principale raison pour le vendeur de vouloir vendre des actions, c'est surtout si on a droit à la déduction pour gain capital. L'acheteur, lui, de son côté, lorsqu'il achète vos actions, il achète les risques s'il y avait des poursuites à l'intérieur de votre société, il en devient responsable. S'il y a des cotisations fiscales qui arrivent par la suite, il en est responsable. Donc, c'est toujours une question de négociation dans tout ça aussi, pour voir qu'est-ce qu'on va réussir à vendre aussi. Puis, dépendamment du type d'entreprise que vous avez, il y a certains secteurs que c'est vraiment difficile de vendre des actions. Donc, c'est plus facile. Puis, bon, je pense que c'est une question de négociation dans tout ça. Donc, lorsqu'on parle de la déduction pour gain en capital, actuellement, pour 2023, le montant que vous avez le droit, c'est 971 190. C'est indexé chaque année. Cette année, l'indexation est de 5,08, je pense, au Québec, au fédéral, ça va être autour de ça aussi. Donc, ça veut dire qu'on va se retrouver là, en 2024 autour de 1,20 million que vous auriez droit là, à la déduction pour gain en capital. Il y a 3 critères qu'il faut respecter pour y avoir droit. Il faut que ça fasse au moins 2 ans qu'on détienne les actions de la société. Par la suite, les 2 autres tests, c'est plus des tests au niveau des actifs que vous détenez à l'intérieur de votre société. Donc, pour les 24 mois avant la vente de votre société, il ne faut pas qu'il y ait plus que 50% d'actifs qui ne sont pas utilisés dans une entreprise exploitée activement. Donc, par exemple, des placements, une auto personnelle qui pourrait être là-dedans. Il y a des gens, des fois, même qui ont un chalet, un bateau ou n'importe quel actif, mais des actifs vraiment qu'on n'utilise pas. Ou si vous avez un immeuble locatif à l'intérieur de la société aussi, qui n'est pas utilisé là, comme usine ou pour votre commerce, s'il y en a plus que 50% de ce bâtiment-là, donc il ne se qualifierait pas non plus. Donc, il faut au moins pendant 24 mois avoir plus de 50% de la juste valeur. Par contre, la juste valeur marchande juste de l'actif qu'on considère, donc ce n'est pas vos BNR, c'est vraiment juste la portion des actifs. Dans vos états financiers, ce que vous voyez, c'est toujours juste des valeurs comptables, parce que vous avez un immeuble que vous pouvez avoir payé 1 500 000, puis on l'amortit au fil des années. Mais on sait que dans la vraie vie, il ne perd pas de la valeur, votre immeuble, il en prend. Donc, lorsqu'on fait ce calcul-là, ce qu'il faut considérer, c'est la valeur marchande. Donc, il faut ajuster les montants. Puis, ce qui n'apparaît pas non plus dans vos états financiers, c'est l'achalandage, donc la valeur de votre clientèle, la plus-value que ça l'amène, qu'il faut considérer aussi. Donc, le test de 50 il faut le considérer comme ça. Puis, au moment de la vente, il ne faut pas dépasser 10 de vos actifs là, qui soient non admissibles pour y avoir droit. Donc, au moment de la vente, par contre, ce 10 %-là, c'est uniquement la journée de la vente. C'est sûr qu'on fait en sorte de le respecter au moins peut-être 2 semaines avant, là, mais à tout le moins, ce n'est pas nécessaire que ça soit sur une longue période. Juste un exemple vite, là. Donc, si on allait vendre des actions d'une entreprise qui vaudrait 4 millions, si on vendait les actions, on aurait un gain en capital d'environ 2 millions, en présumant qu'il y avait juste 100 $ qui avaient été investis comme capital d'action au début. On aurait 53% à payer là, sur ce gain en capital-là. Donc, il nous resterait, là, on aurait un impôt d'un peu plus on aurait environ 1 066 000 d'impôts à payer, ce qui nous laisserait, là, après impôt, 2 934 000. Dans l'autre colonne, par contre, si vous êtes 2 actionnaires et 2 conjoints, vous êtes 50-50 dans la société, qu'on peut aller chercher l'exemption 2 fois, on se retrouve plutôt qu'au lieu qu'il nous reste 2,9 millions, c'est plutôt 3 400 000 qui va nous rester là, en ayant eu droit à notre exemption de gain capital. Donc, on voit l'importance ici, là, la différence que ça nous fait. Là, un peu plus de 500 000 de différence en ayant eu droit à notre déduction pour gain capital. Par contre, si on avait vendu les actifs,
Encore là, ici, on a mis le même montant de 4 millions, mais comme je vous mentionnais, si on vend les actifs ou on vend les actions, on n'aura pas le même montant. Là. Normalement, on va pouvoir vendre les actifs à un montant plus élevé que les actions. Donc, on aurait moins que 4 millions là, pour les actions. Pourquoi? Dans mon exemple, j'ai mis que, par exemple, on avait du matériel qui a une valeur marchande d'1,5 million, mais qui a coûté 3 millions, avec une fraction là, fiscale d'une valeur de 800 000 $. Donc, si on vend les actifs, ce qu'on va se trouver, on va avoir une récupération d'impôts sur l'amortissement qu'on avait pris ici de 700 000 $. On aurait de l'impôt à payer là-dessus. Et le fonds commercial ou l'achalandage, s'il y a une valeur de 2 millions, donc on aurait un gain en capital imposable de 1 million, donc on a de l'impôt à payer personnellement. Donc, dans le cas de la vente des actifs, là, si on fait le calcul, puis qu'on disait qu'on vous distribue l'argent en totalité à la fin, ce que normalement on ne ferait pas. Là. Donc, si vous avez vendu tous vos actifs, vous allez vous retrouver avec beaucoup d'argent à l'intérieur de votre société. Dans les faits par la suite, on en sortirait un peu à chaque année, là, selon vos besoins, votre train de vie. Mais juste à des fins d'illustration, si on montrait qu'on sortait ça au complet, on se retrouverait à la fin avec un 2,4 millions disponibles. Donc, on voit qu'il y a quand même une bonne différence là, entre vendre les actifs et vendre les actions, donc surtout là, dû à l'exemption pour bien en capital. Mais bon, chaque cas est différent. Ici, là, j'avais quand même des gros montants d'achalandage. Un peu vite. Les structures organisationnelles, aussi, c'est important parce que peut-être que lorsque vous avez créé votre société, vous démarrez juste avec votre entreprise opérante. Par la suite, peut-être qu'il s'est ajouté une société de gestion au-dessus. Mais par contre, si on reste avec une structure comme ça, notre société de portefeuille, lorsqu'on la crée, qui devient actionnaire de notre société opérante, ça nous permet de se protéger contre les créanciers. Mais par contre, si vous voulez profiter de votre exemption du gain capital, vous ne pourrez pas. Parce que c'est uniquement un individu qui peut avoir droit à la déduction pour bien en capital. Donc, si c'est la société de portefeuille qui vend les actions de la compagnie opérante, cette dernière, elle n'a pas droit à la déduction. À moins que dans votre société de portefeuille, le seul actif que vous avez, c'est les actions de votre société opérante qui, elle, se qualifie. Là, vous vendriez les actions de la société de portefeuille parce qu'il y a juste ça dedans. Puis là, ça pourrait se qualifier. Mais normalement, si on a créé une société de portefeuille, c'est parce qu'on voulait protéger de l'argent contre les créanciers. Si on en a accumulé à l'intérieur, on devrait se retrouver avec plus que 10 de la valeur marchande de notre société opérante. Donc, c'est problématique à ce niveau-là. Donc, souvent, ça peut arriver qu'on ait une structure comme ça, mais justement, quelques années avant de vendre, c'est possible de restructurer notre entreprise et avoir une autre structure. Idéalement, la plupart du temps, de la façon qu'on va procéder, c'est plus en utilisant une fiducie. Donc, si on a une société aujourd'hui, disons la société opérante qui vaut 3 millions, on va échanger nos actions qu'on possède contre des actions privilégiées. Puis par la suite, on émet des nouvelles actions à la fiducie qui, elle, maintenant, aura le droit à toute la plus-value. Puis vous avez quand même votre valeur là, pour vos actions privilégiées. Puis on met quand même une société de gestion là, qui va bénéficier des revenus, des surplus de liquidité que vous générez à chaque année. On peut les envoyer dans la fiducie, puis elle les transfère dans notre société de gestion là, libre d'impôts. Donc, c'est très rapide la façon que je le fais, mais parmi les bénéficiaires de votre fiducie, vous pouvez être les deux conjoints, vos enfants. Donc, ça permet que si on vend la société plusieurs millions, c'est possible de multiplier l'exemption, même utiliser l'exemption des enfants. Donc, si vous avez 3 enfants, puis vous autres, on peut se retrouver qu'on pourrait exempter 5 millions de dollars, donc en ayant ce type de structure-là. Donc, c'est très important d'avoir la meilleure structure possible lorsqu'on veut procéder de cette façon-là. Et là, normalement, l'argent reste aux enfants. Si vous multipliez l'exemption avec eux, c'est ça. Ils ont le droit, vous pouvez multiplier l'exemption avec eux de 1 million. L'obligation fiscale que vous avez, c'est pas de leur laisser 1 million au complet, il faut leur laisser la portion imposable de 500 000 $. Donc, sur 1 million, vous en gardez 500 000, vous leur en donnez 500 000. Si vous ne faites pas ça, vous-même, vous allez payer l'impôt sur ce 500 000, parce que donc on a 1 million de gain en capital, 500 000 imposables, à 53 ça va vous coûter environ 266 000 d'impôts. Donc, si vous ne voulez pas utiliser l'exemption de vos enfants, ça vous coûte 266 000 de plus. Donc, vous avez le choix de donner 500 000 à vos enfants, vous sauvez 266. Donc, pour leur en donner 500 000, ça vous en coûte 234. Mais dans l'unité familiale, vous vous retrouvez quand même avec le 266 000 de plus. Donc, c'est des éléments à considérer, mais
c'est sûr que les gens qui arrivent qui disent des fois, OK, je vais lui donner, mais je vais reprendre l'argent. Donc, il y a eu plusieurs causes de jurisprudence. Si vous voulez faire ça, ça risque plutôt de vous coûter pas mal plus cher que ce que vous avez sauvé. Vous allez avoir des intérêts, des pénalités. Donc, il vaut mieux y réfléchir avant. Prendre la décision. Par contre, si vous voulez transférer à vos enfants, si l'entreprise vaut plusieurs millions, souvent, ils ne seront pas capables d'avoir le financement ou de toute façon, vous dites, moi, ça vaut 4 millions. J'en ai assez de 2 millions, disons, pour ma retraite, je serais correct avec ça. Bon, il y a une façon de faire aussi, quand on disait qu'on avait échangé nos actions pour des actions privilégiées, c'est qu'avec les profits de la société, votre enfant pourrait vous racheter des actions graduellement au fil des années. Donc, au lieu d'avoir tout l'argent tout de suite puis qu'il emprunte, il pourrait vous racheter sur plusieurs années en utilisant les profits. Là, ça, c'est une autre façon. Par contre, ça ne vous donne pas droit à la déduction pour gain en capital, parce que lorsqu'une société rachète des actions, c'est pas du gain en capital, c'est considéré comme un dividende. Donc là, c'est de voir. Chaque situation est un peu unique là-dedans. Parlant de transfert intergénérationnel, vous avez peut-être entendu souvent dire que si je vends les actions à mes enfants, je n'ai pas le droit à ma déduction pour gain en capital. Ça, si vous vendiez directement à vos enfants, vous avez toujours eu le droit à la déduction pour gain en capital. Ce qui ne donnerait pas droit à la déduction pour gain en capital, c'est si vous vendiez vos actions à une société qui appartenait à vos enfants. Donc, c'était refusé. Il y a eu un projet de loi qui a été passé par le gouvernement fédéral. C'est un député conservateur qui a fait un projet de loi personnel qui a présenté. Je pense que le gouvernement ne s'est pas trop rendu compte de ce qui se passait. Ça a été adopté, ça a passé en 2021. Puis là, tout de suite, Finance Canada a dit « non, il faut faire des modifications ». Là, ils disaient « ça ne sera pas applicable ». Mais là, ils se sont fait dire tout de suite « non, le projet de loi, ils n'ont pas prévu de date dans le projet de loi. Donc, aussitôt que la sanction royale, il est applicable ». Donc là, ils ont dit, oui, OK, là, ça s'était passé en 2021, à l'été 2021. Ils ont dit, d'ici novembre, on va vous donner des changements. On ne les a pas eus, on était supposé les avoir en 2022. Puis finalement, dans le budget de 2023, là, ils ont annoncé des changements qui vont être faits, mais applicables à partir de janvier 2024. Malheureusement, dans le reste du Canada, ça a fait un beau trou. Vous pouvez facilement, sans vraiment transférer aux enfants, utiliser l'exemption du gain en capital. Au Québec, il y avait déjà des règles qui existaient depuis plusieurs années si vous vouliez transférer à vos enfants et profiter du gain en capital. Il y avait l'obligation de il y avait 6-7 conditions, l'obligation de transférer le contrôle immédiatement. Il ne fallait pas qu'il y ait plus de financement que 60% au début. Puis après un nombre d'années, ça baissait à 30%. Mais tout ça, le Revenu Québec également a dit qu'elle allait s'harmoniser avec le fédéral à compter du 1er janvier. Puis là, maintenant, ce qu'ils vont permettre, c'est ça, ils ont deux méthodes qui appellent le transfert immédiat ou le transfert progressif. Fait que pour avoir droit à ça, la principale chose, ça va être il faut que vous ayez le contrôle au moment où vous transférez la société et il faut transférer le contrôle aux enfants. Donc, il faut au moins leur en transférer 51% des actions de vote, mais ça ne veut pas dire de transférer toutes les actions participantes tout de suite. Puis ça laisse un délai de 36 mois de ce qu'on appelle le transfert immédiat. Puis le transfert progressif, ça pourra se faire sur 10 ans. Mais dans le premier cas, c'est qu'on parle aussi, il y a le contrôle de droit, donc vraiment les votes que vous avez, mais ils élargissent ça au contrôle de fait. Le contrôle de fait, ça veut dire qu'il ne faut plus vous diriger vraiment, de telle façon qu'ils vont garder ça. Bonne chance un peu de voir qui a contrôlé ça. Mais c'est également que si vous financez une grande portion de la société encore, là, ils vont dire tu as pas mal de contrôle parce que c'est toi le créancier principal. Donc, ça devient plus complexe un peu. Mais c'est des nouvelles règles là, qui vont s'appliquer. Puis maintenant, en tout cas, à tout le moins, là, qui vont vraiment permettre de faire un transfert aux enfants qui peuvent acheter votre société par le biais de votre société par action. Fait que quand il y a un taux d'inflation de 8-9 %, puis là, on a entendu, ça a baissé, là, le marché a monté. Il y a une couple de choses que je veux que tu expliques. Okay. Premièrement, est-ce que je peux faire de l'argent quand le taux d'inflation est élevé? Puis pourquoi est-ce que je devrais détenir peut-être des actions dans mon portefeuille? Ça, c'est un. Puis, je reçois encore des téléphones aujourd'hui. Écoute, il y a une récession qui s'en vient. On serait-tu mieux de peut-être mettre un peu de côté, tu sais, parce que ça a l'air que ça s'en vient l'année prochaine. Moi, je sais que ça fait 2 ans qu'il y en a. Fait que
Je veux que tu parles de timing de marché parce que depuis début novembre, Ouais. hein, Ouais. Ah oui, ça j'avais c'est quelques que ça. clients qui avaient la face longue en septembre, octobre. Mhm. Et là, tu sais, c'est soir, Ouais. on s'en va où, Marco? C'est ça. Ben, Puis là, novembre va bien, fait c'est explique-nous toujours un ça. petit Ben, après 32 ans, moi, ça fait pas 32, ça m'en fait 15, mais je suis persuadé qu'on a le même constat. Les gens nous appellent pour acheter quand la bourse est à son top. Les gens veulent vendre quand la bourse est à son creux. quelque chose comme ça. C'est toujours ça. On achète haut, on vend bas. Puis on se dit, on ne fait pas d'argent. Fait que c'est vraiment le faut tourner sa tête à l'envers. Pour répondre à ta première question, l'inflation. On a plein de bonnes nouvelles à cet effet-là. Une qui est sortie hier, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui suivent les marchés comme au quotidien. Hier, il est sorti une nouvelle sur l'inflation aux États-Unis. Très important ce qui se passe aux États-Unis parce que la Banque du Canada, là, ça fait longtemps qu'elle voudrait probablement baisser, mais du moins poser, mais qu'elle ne peut pas parce qu'elle doit suivre les Américains. Parce que si elle ne le fait pas, l'écart de taux va se creuser entre les deux, puis là, la devise canadienne perd de la valeur, puis là, les iPhones coûtent 4 000 $, puis l'inflation est de retour. Donc, pour protéger la devise, la Banque du Canada suit ce que les Américains font. Hier, belle surprise, moins d'inflation prévue aux États-Unis, les marchés ont monté en fou, et les obligations aussi. On est dans un monde comme ça en ce moment où tout est corrélé. Quand ça va bien à un endroit, ça va bien partout. Quand ça va mal les taux, ça va mal les obligations, ça va mal les actions. Donc, ça devient de plus en plus dur de faire de la diversification dans un contexte comme ça. Mais pour se protéger contre l'inflation, les actions demeurent le meilleur véhicule de placement. Pourquoi? Parce que revenu fixe, le mot le dit, c'est fixe. Donc, on sait ce qu'on va avoir à l'avance. Les actions, eux, c'est un petit peu différent. Je vais donner un exemple simpliste, là, mais vous allez comprendre. Si il y a une inflation délirante, disons de 100%, ça n'arrivera pas, c'est juste pour faire un chiffon. Soudainement, chez McDonald's, un Big Mac coûte 30 $. Ben, les revenus de McDonald's, ils vont doubler, leurs profits vont doubler, l'action va à peu près doubler. Vous ne serez pas plus riche demain matin parce que tout coûte le double. Donc, vous n'avez pas fait d'argent, mais vous n'avez pas perdu d'argent. Versus le revenu fixe, lui, il a fait son 5 puis il vous a donné 5 $ qui n'achète plus grand-chose. Donc, les actions sont un bon véhicule de protection contre l'inflation. Le revenu fixe, lui, il faut toujours enlever le taux d'inflation pour savoir notre taux réel. Donc, si vous voyez un CPG qui donne exemple 5 %, puis vous dites que l'inflation est à 3,5, 5,3,5, il vous reste 1,5 % de gain réel. Il y a 5 ans... Et l'impôt aussi. Et l'impôt. Fait qu'il reste plus grand-chose. Là, 5 ans, quand les taux de CPG étaient à 2, puis l'inflation était à peu près nulle, personne n'en voulait de ces taux-là. Mais pourtant, le taux réel était le même. Donc, c'est vraiment important de faire la distinction entre les deux. Pourquoi les gens nous parlent de taux garanti, de taux fixe, quand ils ne nous en parlaient pas en juillet 2021? C'est parce qu'on entend parler de récession. Puis, là-dessus, j'ai une stat assez fun d'après. OK. La récession. C'est quoi au juste une récession? On entend souvent, bon, c'est 2 trimestres négatifs dans la croissance du PIB. Oui, c'est vrai, c'est une des mesures de récession. Mais là, en ce moment, on est 3 trimestres de suite de croissance négative des bénéfices des actions. Ça aussi, c'est une forme de récession. Quand il y a de moins en moins de transport qui se fait aussi, on peut avoir ce qu'on appelle des récessions du transport. Donc, autrement dit, dans notre tête, on a une vision de la récession qui est une grosse crise qui arrive partout en même temps. Mais cette fois-ci, ça ressemble à une récession qu'on vit qui est plutôt en étapes. On a vécu la récession du transport, la récession des bénéfices, la récession immobilière, on l'a un petit peu pas vu passer parce qu'on avait tellement eu un gros boom en 2020-2021, mais on a eu plein de petites récessions. Quoi qu'il en soit, la statistique, s'il y a une chose que je dis ce soir, que je veux que vous repartiez avec, là, c'est celle-là, c'est la plus importante que je vais dire ce soir, c'est comment réfléchir aux récessions. Ici, là, la stat que vous avez là, ce que j'aime, c'est que c'est une stat qui a 75 ans d'expérience. Donc, on l'a testé historiquement. Puis, ce qu'elle montre, c'est le rendement 1 an plus tard, selon les conditions économiques. Parce que l'économie et la bourse, c'est deux choses complètement différentes. L'indice de productivité manufacturière, ça, c'est le truc d'universitaire. Les universitaires américains, je pense que c'est l'Université du Michigan, qui font ça depuis pratiquement 75 ans. Donc,
Ils envoient des sondages dans les compagnies manufacturières aux États-Unis. Ils leur demandent plein de questions. Est-ce que vous embauchez? Est-ce que vous exportez plus, moins, importez plus, moins? Est-ce que vous développez des marchés? Plein de questions comme ça. Eux, ils répondent. Ils envoient ça. Puis à chaque mois, le premier du mois, c'est l'Institut PMI va sortir, ISM PMI va sortir leur rapport qui est sur la santé manufacturière au pays. Ils le font pour tous les pays de la planète. Les notes vont entre 40 et 60. Historiquement, quand on est à 62 et plus, ça veut dire, là, ça va jusqu'à 60, des fois on le pète. Juillet 2021, c'est ça qui est arrivé, 62,3. En juillet 2021, là, projetez-vous dans le passé, là, je ne sais pas si c'était comme moi. Moi, je m'achetais un chalet, je rénovais ma cuisine, je changeais mon char. Qu'est-ce qu'on dépensait? On dépensait, juillet 2021, il n'avait plus de rien. Tu voulais acheter quelque chose, là, tu disais, j'espère qu'il va en rester. Je ne pensais même pas le prix. Là. Donc là, c'était la folie furieuse, puis les gens nous appelaient pourquoi? Pour acheter des actions, achète-moi du NVIDIA, achète-moi du Facebook, achète-moi tout ce que tu trouves. Historiquement, quand on est à ces moments-là, le rendement moyen un an plus tard a été de 1,7 %. À l'inverse, quand on est à moins de 46, donc là ça va mal, là on est à 46,3 en ce moment, déprimant. Le rendement moyen, 17,8 %. Il faut vraiment tourner sa tête à l'envers. Quand ça va mal, là, la bourse, elle pense juste à « Hey, mais ça va aller mieux bientôt. » Puis là, il y a une inflexion. Puis là, soudainement, la tendance retourne. Puis là, le bateau, le train, ou whatever, la fusée, peu importe comment vous voulez l'appeler, tendance à partir vite. On l'a vu hier. Depuis le début de l'année, les petites compagnies, ça allait mal. C'était dur pour les petites compagnies. C'est juste les grosses qui montaient. Une bonne petite nouvelle d'inflation, les taux d'intérêt baissent. L'indice des petites compagnies, boum, plus 5,5 %. Une journée. Aujourd'hui, ça va vite. Avec les médias sociaux, avec l'informatique, ça va encore plus vite qu'avant. Donc, c'est important de rester investi parce que c'est pas quelques semaines après ou quelques mois après qu'il va être le temps de réagir et vous dire « Hey, ça monte, là, j'aimerais ça acheter. » Sorry, you missed it. Donc, la récession, il faut le voir comme une opportunité d'achat. Maintenant, facile à dire. J'ai l'air d'un jovialiste en disant ça parce que, évidemment, des fois, on pense que les choses ne peuvent pas s'empirer, puis non. On creuse, là, puis il en restait encore dans le sous-sol. Il y avait un deuxième sous-sol. C'est un peu ce qu'on vit en Europe en ce moment. Tantôt, je vous disais, ça va entre 40 et 60 ma mesure. Là. Ben, en Allemagne, ils sont rendus à 39. Ça commence à être, là tu creuses pas mal profond. Là. Est-ce que ça va être dans 2 semaines, dans 1 mois, dans 3 mois qu'ils vont remonter? Je ne peux pas vous le dire avec précision. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nos indicateurs avancés de productivité manufacturière, ils ont commencé à remonter. On voit une inflexion, là, puis ça peut être bon signe. Donc, l'inflation, le combat, il est fini. Vraiment. Il va rester des poches d'inflation dans l'alimentation, dans tout ce que finalement les vendeurs, les producteurs sont capables d'imposer leur prix, puis les gens, ils l'achètent. L'immobilier, même chose. Petite question. Oui, vas-y. Je te coupe parce que ça non, me c'est... Oui, tu fais bien. Il y a bien des gens qui sont en immobilier, ouais. qui ont des hypothèques, certainement. des enfants, tout ça. Est-ce que tu penses que l'an prochain, on commence à avoir des baisses de taux d'intérêt? Ah, ça, c'est... Le outlook là-dessus a changé drastiquement dans les derniers temps. Moi, je pense que le marché s'attend de 3 à 4 baisses de taux en 2024. C'est un petit peu agressif, OK? Je serais surpris là, d'en voir aussi prononcé rapidement, mais ce qui pourrait changer, c'est si on a une récession plus forte que prévu, mais encore là, il faut faire attention, parce qu'aux États-Unis, le dernier PIB, je ne sais pas si vous avez vu ça passer, 4,9 %. Pendant qu'on est négatif, nous, en passant. Le PIB baisse, là, eux autres sont à plus 4,9 %. Fait que ça, c'est une méchante disparité. Ça nous met dans une mauvaise position pour baisser les taux. Mais si les choses se calment aux États-Unis, ce qui semble être possible, on pourrait avoir des baisses de taux. Quoi qu'il en soit, les baisses de taux, même si les taux restaient stables, en réalité, ça constitue une forte hausse de taux. Pourquoi? Parce que les taux ont monté, mais pas tout le monde l'a encore senti. Ce graphique-là montre là, que les renouvellements, la grosse masse de renouvellement, elle s'en vient. Donc, les gens, si vous êtes là, un peu comme moi, des fois, je me promène en voiture, puis je me dis, mais où les gens trouvent leur argent? Tu sais, je vois des maisons se vendre à des prix fous, ça n'a pas de bon sens. Je me dis, mais tu sais, la dernière fois que j'ai regardé ça, le salaire moyen, c'était toujours bien 72 000 là, pour les gens employés au Québec. Si tu prends tous les gens en général, je pense que c'est 52.
Fait que les maisons à 500 000 qui se vendent comme si c'était un 3,5 à 400 $, je sais pas là. Mais ça a l'air que le monde avait de l'argent. Mais là, les renouvellements s'en viennent. Ça va commencer à cogner pas mal plus dur. Surtout pour nous au Canada. Parce que parmi vous, je suis persuadé qu'il y a des gens qui sont au courant de ça. Quand on a une propriété aux États-Unis, pour les Américains, eux, les hausses de taux, l'impact, demande à l'Américain moyen, ils s'en rendent compte. Parce que 93% des Américains ont une hypothèque à taux fixe 30 ans. Ce chiffre-là, c'est le record le plus bas qu'ils ont jamais eu. Avant, c'était des 98-99%. Non seulement ça, vous pensez que c'était déjà pas pire, c'est encore mieux. À tout moment, tu peux appeler ta banque, faire renégocier ton taux sans pénalité. Donc, dès que le taux baisse de 0,05, tu appelles ta banque, ils te remettent au nouveau taux, la titre est repogné 30 ans. Fait que les Américains sont tous sur un taux de 3% fixé en 2021 jusqu'en 2051. Ils n'en ont vraiment pas de souffrance liée à la hausse des taux d'intérêt, à part pour les voitures, les cartes de crédit, etc. Mais pour la grosse dette, pas si fort que ça, tandis que nous, on l'a pas mal plus. Donc, vraiment, là, les baisses de taux, on a. Normand, je veux parler de longévité. Je ne me rappelle pas, j'avais vu cette statistique-là il y a peut-être 20 ou 30 ans, quelqu'un qui prenait sa retraite à 65 ans, en moyenne, décédait à 72 ans. Ça, c'était la moyenne. Fait que là, ça a changé, n'est-ce pas? Ça a changé pas mal. Et là, quand on commençait à faire des plans, on faisait des plans jusqu'à 85 ans, là, 90 ans, et là, on parle de 95 ans maintenant. Peux-tu nous parler un petit peu de comment... C'est ça, parce que même si on recule, lorsqu'ils ont créé la prestation de la sécurité de la vieillesse, c'était à 65 ans, l'espérance de vie était à 67 même. Okay. Donc, ça leur coûtait pas cher longtemps, là. Ils payaient en moyenne 2 ans de temps au monde. C'est pour ça qu'au fil des années, le gouvernement conservateur avait essayé d'augmenter l'âge du début de la prestation de la sécurité de la vieillesse. Ils ont reculé, ils l'ont pas fait. C'est difficile à passer, mais les coûts augmentent toujours parce que les gens vivent plus longtemps. Donc, c'est sûr que pour le gouvernement fédéral, c'est un coût qui augmente tout le temps. Par contre, peut-être, avant de parler de ça aussi, voir aussi les sources de revenus une fois qu'on est à la retraite. Parce que lorsqu'on travaille, on a notre revenu d'emploi, on épargne, tout ça. Donc, on n'est pas habitué vraiment trop de décaisser. Puis une fois qu'on arrive à la retraite, d'où est-ce que nos revenus vont provenir? On va avoir des revenus de placement. Si vous avez des REER, des FER, on va en retirer. La sécurité de la vieillesse, la régie des rentes, d'autres rentes que vous pouvez avoir là, si vous avez un régime à prestation ou à cotisation déterminée avec votre employeur. Si vous continuez à travailler là, à temps partiel ou encore des revenus là, qui peuvent être tirés d'une société. Donc, c'est un mélange de tout ça. Mais souvent, une question qu'on a aussi, on voit souvent qu'il y a des sondages qui demandent aux gens combien d'argent vous pensez que vous avez besoin à la retraite. Puis là, les gens, on entend toutes sortes de montants, mais par contre, comme on regardait tantôt, si on vend notre entreprise 1 million, qu'on a le droit à 1 million d'exemption de gain capital, on reçoit 1 million, il n'y a pas d'impôt. Fait que celui qui a une société qui va vendre 1 million, puis l'autre qui a 1 million dans ses REER, c'est pas la même chose, parce que celui qui a 1 million dans ses REER, il va payer de l'impôt à chaque fois qu'il va le retirer. Donc, demander aux gens, on a besoin combien? Encore là, chaque situation est différente, parce que ça dépend du type d'actifs que vous avez, ou si vous avez un revenu de pension, ou encore si vous avez des placements non enregistrés, ou beaucoup d'argent dans votre CELI. Donc, c'est vraiment, lorsqu'on parle, Marco parlait au début, là, de voir c'est quoi vos objectifs, puis les plans financiers qu'on fait. Avec le plan, justement, c'est là qu'on est capable de voir le décaissement qui peut être fait, puis de quelle façon que ça va être fait là, pour puis si je peux, minimiser l'impôt. Puis si je peux, une des choses que je fais avec Normand et son équipe, c'est qu'on va avoir des rencontres avec nos clients. Et souvent, ce qu'on entend, c'est que les gens veulent retirer qu'est-ce qui coûte le moins cher en impôts. Hein? Puis on pète par en avant, on va retirer les fers à 71 ans, on va faire tout ça, tout en mai. Il faut quand même regarder le taux marginal d'imposition. Puis, tu sais, c'est pas aussi simple que dire on retire les CELI en premier. Après ça, peux-tu élaborer un petit peu là-dessus? Effectivement, les CELI, même, c'est profitable de ne pas les retirer, étant donné que tous les revenus que vous gagnez à l'intérieur sont non imposables. Ce qu'on essaie plutôt, c'est d'essayer
d'équilibrer votre revenu tout au long de la retraite, parce que si on voit un plan qu'une personne pendant 3 ans ne paye pas d'impôt, ben, c'est pas un bon plan, parce que sur le premier 50 000 ben, vous payez 26 point quelque chose % d'impôt. Entre 50 et 98, on est à 37 %. Donc, il y a un 10 % de différence. Donc, c'est beau rester en bas de 50 000, mais si après ça, pendant 10 années, on est à 170 000 de revenus, ben on a perdu un 40-50 000 sur lequel on aurait payé 10 % moins d'impôts. Donc, c'est déjà un rendement, là, juste de considérer ça. Donc, c'est vraiment... on peut être porté à dire, non, je ne veux pas payer trop d'impôts tout de suite, mais on va en payer plus tard. Fait que, ultimement, on va en payer plus. Fait que, donc, c'est important d'essayer d'équilibrer tout ça. Puis à chaque année, les taxes d'impôt, les règles d'impôt changent et tout ça. Fait que c'est encore plus pertinent pour revoir toutes ces choses-là. Ouais. Puis justement, lorsqu'on en arrive à la longévité, bien, ce qu'on vient de dire, là, qu'il y a 50 % des gens, bon, des hommes, l'espérance de vie, c'est 83 ans pour les hommes, puis 86 ans pour les femmes. Mais on dit qu'il y aura au moins un des 2 membres du couple là, qui devrait vivre au moins jusqu'à 90 ans. Mais il y a une autre statistique qui vient dire aussi, une fois qu'on a atteint l'âge de 65 ans, parce que les statistiques de 83 et 86 ans ben, tiennent compte des gens qui sont morts à 25 ans, à 40 ans, donc ça baisse, c'est sûr que ça baisse la moyenne. Si on une fois qu'on est rendu à 65 ans, ben, il y a 50 % de probabilité qu'un homme vive au moins jusqu'à 89 ans, puis une femme à 91 ans, puis il y a 10 % de probabilité de se rendre à 97 et 100 ans. On va te mettre sur le spot, t'aimes ça te faire challenger, fait que regarde. Fait que d'ici la fin de l'année, on finit positif, négatif? Positif, mais j'ai un client. Puis 2024, as-tu une petite prédiction? 2024, ça va être une année intéressante parce que... Là, dis-moi pas que 2024, il va y avoir des fluctuations. Non. OK. Je vais dire les 4 classes d'actifs, 4 prédictions. Okay. Canada, si la guerre au Moyen-Orient s'envenime, ça va être la classe d'actifs qu'on veut parce que si le pétrole monte, c'est les actions canadiennes qui font bien. US, si l'économie vivote, on n'est pas super fort, US va surperformer parce que US, c'est le dernier endroit qui a de la croissance sur la planète. Il y en a plus d'autres. Cherchez-la pas, là, il n'y en a pas d'autres. Donc, US, ça va être un peu le bastion si ça va mal. Europe, si ça va bien, si ça va mieux que prévu, ça va être l'Europe qui va dominer parce que l'Europe est vraiment, vraiment, vraiment basse. Puis la Chine et l'Europe, on peut quasiment les mettre ensemble. Ils ont une très, très forte corrélation entre eux autres. Finalement, les revenus fixes, 3 scénarios. Les taux montent. On ne fera pas d'argent l'année prochaine, on va en faire plus dans le futur. Les taux restent stables. On va faire un bon rendement en 2024. Les taux baissent. On passe à go, on récolte 200. Ça va être ultra payant si les taux se mettent à baisser parce qu'on pourrait faire facilement 10-12 % pour le revenu fixe si les taux se mettaient à baisser, ne serait-ce que de 1 %. Donc, ça, c'était le turbo prédiction 2024. Okay. La réalité, c'est que on ne le sait pas. On le sait pas. Fait que là, Pascal, on est rendu à toi. Ça va être sommairement les options qu'on peut avoir. Donc, valeur mobilière, portefeuille privé, placement alternatif, crédit privé. Donc, Marco, tantôt, je ne sais pas où je me place. C'est-tu mieux ici, c'est quoi? Oui, c'est bon. Marco parlait tantôt de planification. Dans la planification, il y a le volet accumulation puis il y a le volet placement. Donc, c'est ça que je vais parler parce que dans la planification, il y a beaucoup de secteurs, beaucoup de choses à regarder, mais le placement est un aspect. Valeur mobilière, transfert en bien. Bien, valeur mobilière, c'est une somme d'équipe sur une plateforme. C'est pas important le nom, les stocks, tout ça. Il n'y a pas de recommandation là-dedans. Hein, puis, soit-il qu'il n'y ait pas trop d'avocats dans la place. Il n'y a pas de recommandation ce soir, hein, c'est le sujet. Donc valeur mobilière, c'est on est sur une plateforme de valeur mobilière. Donc, on a des permis de pratique de courtier plein exercice. Donc, on peut recommander, analyser tous les titres individuels. On a également accès à des stratèges de CFA, un peu comme on a accès à Pierre Benoît puis Normand au bureau chef. Donc, pour faire la conception des portefeuilles, pour vraiment bâtir le meilleur portefeuille pour chaque situation. Et on peut avoir des titres individuels. Valeur en bien, c'est quoi? C'est que souvent, on se retrouve à rencontrer des gens qui ont déjà des portefeuilles qui ont déjà été établis, puis qui aimeraient faire affaire avec nous pour l'expertise de services industriels, mais que ça rend un petit peu inconfortable de dire, bien, est-ce qu'il faut que je vende tout mon portefeuille? La réponse, c'est non. On est sur une plateforme de valeur mobilière, donc on peut transférer en bloc le portefeuille qui existe déjà et commencer à prendre le relais de la gestion.
et travailler de la planification, mais avec le portefeuille qui était déjà fait. Donc, on ne veut pas tout défaire, mais comme on a nos permis de courtier d'exercice, on peut le faire, transférer en plus. Deuxième volet, au niveau, on a un paquet de fonds, mais on a des portefeuilles préétablis qui s'appellent profil discrétionnaire, qui va aller selon votre profil investisseur de prudent jusqu'à dynamique. Qu'est-ce que c'est le volet discrétionnaire? Bien, lorsqu'on fait une planification de placement, on va faire la planification stratégique. Donc, quelle allocation on va allouer aux actions, aux obligations, au secteur géographique et sectoriel. Donc ça, c'est la portion. Mais comme les marchés bougent, et que les marchés, pour plugger le balado de Pierre Benoît, mais les marchés sont en mouvement. By the way, qui est très excellent balado, là, avec vous abonnez. Lorsque les marchés sont en mouvement, ce n'est pas tous les secteurs qui vont réagir de la même façon. Il y a des opportunités qui se créent. Donc, le côté discrétionnaire nous permet d'aller tomber dans une gestion tactique et de chercher les opportunités qui se présentent sur le marché. Donc, on disait, peut-être que l'Europe est très bas, mais ça se peut que le gestionnaire décide de prendre une position un peu plus élevée, puis je vais revenir. On va ici, on va être capable de sous-pondérer ou surpondérer certains actifs et de dévier notre gestion stratégique. Okay? Donc ça, c'est au niveau de profil discrétionnaire et nous sommes allés chercher les meilleurs gestionnaires dans le monde entier à l'externe pour leur catégorie de sélection d'actifs. Ce qui veut dire que si je regarde au niveau de la portion américaine, on a 7 gestionnaires différents. Quelqu'un va regarder sur son relevé, voir fonds américain, mais il y a 7 différents gestionnaires qui s'occupent de la gestion d'actifs. C'est un peu former une équipe d'étoiles. Donc, on ne pourrait pas prendre Cole Caulfield du Canadien et le mettre sur tout l'avantage numérique, des avantages, tout ça. Ça ne fonctionnerait pas. Ça prend des joueurs offensifs, défensifs pour profiter des marchés. Et c'est ça qui est bâti là-dedans, avec la gestion discrétionnaire. C'est bon? L'autre portion que j'adore, c'est la portion placement alternatif et marché très privé. Lorsqu'on regarde les fonds institutionnels de gestion de retraite il y a 30 ans, il y avait les deux grosses catégories d'actifs, les actions et les obligations qui faisaient leur gestion de fonds de retraite, avec une légère portion de placement alternatif privé. Quand on regarde aujourd'hui, cette proportion-là prend énormément plus d'espace. Pourquoi? C'est qu'on se retrouve avec énormément d'opportunités. Et lorsqu'on voit les plus gros gestionnaires de fonds de retraite, on voit que depuis un peu plus de 10 ans, ont largement augmenté leur portion placement privé et placement alternatif. Et quand on regarde les projections, on voit qu'il y a une demande et il y a une grande augmentation dans les prochaines années. On se dit alors, pourquoi que l'investisseur régulier n'a pas ça dans votre portefeuille? On ne l'a pas. Parce que ce n'était pas accessible. C'était accessible aux portions institutionnelles. Maintenant, on peut vous l'offrir, cette portion-là. Puis on se dit, est-ce qu'il y a vraiment un marché de ça? Bien, écoutez, aux États-Unis, 94% des entreprises entre 100 millions et 500 millions sont privées. Ils ne sont pas publiques, ils ne sont pas sur le marché. Entre 500 millions et 1 milliard, 85% et 62% pour 1 milliard et plus. Ils sont privés. Ce qui veut dire, si on fait le rapport de tout ça, c'est à peu près moins de 2%, à peu près 2% qui sont publics. Donc, l'investisseur, la masse d'investisseurs, où on investit, on va investir à 2%. Pourquoi c'est public? Vous pouvez acheter une action d'Apple en écoutant, ça se fait rapidement. Avoir accès au placement alternatif et privé est plus difficile. Ici, probablement que Pierre Benoît enseigne ça au niveau de la frontière efficiente. Hein? Oh yes! Qu'est-ce que c'est la frontière efficiente? C'est de dire, idéalement, on aimerait avoir un placement qui génère le plus de rendement possible, mais avec le moins de risques possible. Vous comprenez, comme entrepreneur, vous avez probablement pris plein de risques dans votre vie. Puis vous êtes planté à des places qui poussent à l'autre. Ça fait partie de l'entrepreneuriat. Mais dans les placements, c'est ce qu'on voudrait, prendre le moins de risques possible en plus de rendement. Ce n'est pas toujours le cas. Et lorsqu'on regarde où, sur la frontière efficiente, se placent les placements privés, on voit qu'on se retrouve avec un potentiel de gain plus élevé que les marchés ouverts, avec moins de risques. Donc, cette portion-là de votre portefeuille permet de protection de revenus, protection de capital, avec moins de risques. Quand on regarde les rendements, là, si on regarde le fonds Northleaf, on voit ici sur 1 an 22, sur cumulatif 10, plus la création de 31. Donc, on se retrouve avec énormément de potentiel dans cette catégorie d'actifs-là, qui est un peu méconnue du monde d'investissement,
Et pourtant, on voit que les grandes institutions, les grandes gestionnaires institutionnels, eux, prennent la place. Donc, on voit également, même chose des rendements, là, sur 3 ans, la performance, sur 5 ans. Ici, on a l'indice mondial et l'indice du S&P 500. Alors, chaque portefeuille est analysé pour voir quelle portion devrait être de placement alternatif et privé dans chacun. Donc, c'est clair, on ne peut pas dire que tout le monde, on envoie à ces rendements-là, on envoie tout notre actif là-dedans. Il faut faire l'analyse cas par cas. Mais il est grandement temps, avec toute la croissance future sur ces catégories-là, de faire l'analyse de vos portefeuilles pour voir quelle catégorie peut entrer là-dedans. Donc, au niveau de l'équipe, vous avez rencontré Marco, moi-même, Guy est pas loin, Guy, vous avez vu la petite vidéo, Guy a le mandat, la conception des plans de retraite, la présentation, la mise à jour. Donc, chaque plan de retraite a une mise à jour annuelle. Donc, Guy s'en occupe. Catherine, avec qui on va travailler toute stratégie au niveau des entrepreneurs, de la protection. On me dit comment se présenter, je dis bien me présenter, ça va être plus simple. Alors, explique exactement. Bonsoir, merci d'être là. Alors, je suis planificateur financier également. Le planificateur financier, vous avez pu constater, c'est très large et tout le monde a son dada. Le mien, c'est tout ce qui est gestion de risque, planification de succession. Donc, tous les sujets personnels, finalement. Moi, j'aime bien ça. Tout ce qui est assurance. Donc, on rencontre souvent les entrepreneurs. Là, on a un beau portefeuille d'assurance. C'est super le fun. Là, tout le monde est dit, bon, moi, je ne vais pas parler de ça. Ça ne me tente pas d'en avoir d'autres. Mais ce qu'on fait, nous, c'est vraiment qu'on va regarder avec mon équipe là, tout ce qui est l'analyse des contrats. On va vraiment les travailler aussi. Tout ce qui est tes testaments, mandats, est-ce que ça fait du sens avec vos objectifs fiduciaires? Puis bon, tu sais, ça s'imbrique tout dans un plan financier, évidemment, là. Mais c'est la partie que nous, en fait, on va travailler de notre côté. Puis, ça fait presque 1 an que je travaille en collaboration avec l'équipe de Marco. Donc, il y a une fusion qui se fait. C'est pour ça que vous me voyez là. Je ne suis pas encore dans l'équipe officiellement, mais ça s'en vient. Fait que, voilà. C'est en tout ce que nous, on fait de notre côté. Merci. Merci de votre présence, de votre écoute et tout ça. Fait que si vous avez des questions personnelles et tout ça, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Les experts, on est là. On va être les derniers sortis.